Il est installé, j'ose dire confortablement, dans ce studio à ma droite, comme Jésus à la droite du Père. Le thème actuel décalé de ce 8 mai 2024, c'est liberté de la presse au Bénin. L'état des lieux, c'est 5 dernières années. Nous avons préféré 5 ans. Michel Aono, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour Adrien, bonjour Maurice. Adrien, il est sur le plateau, je l'ai gardé parce qu'il estime qu'il n'a pas beaucoup parlé au cours de l'analyse, mais je ne suis pas sûr que vous parlerez également. Qui est sur le plateau avec nous. Donc, Bonjour, Président Michel Aono. Oui. bonjour. Michel Aono, vous êtes membre de la PADEM Bénin. PADEM Bénin, c'est la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, dirigé par Basile Thibozo. Vous êtes président du comité de facilitation carte de presse. Ce n'est pas fini. Vous êtes membre du bureau directeur du patronat de la presse. Vous êtes dans ce studio pour parler de la liberté de la presse au Bénin, puisque nous avons célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la liberté de la presse. Michel Aono, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Comment se porte la presse béninoise? Comment se porte la plateforme? Comment se portent les journalistes béninois? Merci, Maurice. Je voudrais vous remercier tous les confrères et toutes les consoeurs ici à Eden TV, à Diaspora FM, et en même temps pour tous les professionnels des médias qui opèrent sur le territoire de la République du Bénin. Si vous demandez comment se porte la presse, je vous dirais que la presse se porte très bien. D'accord. En dépit de quelques difficultés essentielles et existentielles des professionnels des médias que nous évoquons depuis quelques années, parce que je ne vous apprends rien lorsque je vais vous dire que ces 6 dernières années que notre pays a reculé, et la dégringolade est allée crescendo d'année en année, et seulement que cette année nous avons relevé un défi. Lequel? Le défi est que nous avons gagné des points dans le classement de RSF. Parce que RSF n'invente rien. Et RSF fait le classement des pays. C'est 180 pays et territoires à travers le monde. Et c'est sur la base d'un certain nombre de critères. Et RSF a des correspondants. Donc ce qui se fait, c'est sur une base scientifique. Passer au crible le cadre juridique et institutionnel, l'environnement économique des médias, l'environnement socio-culturel, et le cadre politique aussi, et le cadre légal, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les entreprises de presse s'implantent et les conditions d'exercice de la profession de journaliste. Très bien. À savoir que quand on dit liberté de presse, qu'est-ce qu'on entend? C'est de voir est-ce que le professionnel de l'information est libre d'aller, de se rendre sur le terrain, de collecter l'information, de le traiter, surtout ça, parce que c'est dans le traitement qu'on sent qu'il y a professionnel qui ne l'est pas. Parce que là, dans le traitement de l'information, il faut maintenant, c'est dans le traitement que les notions liées à la déontologie interviennent, les notions d'éthique aussi. Et donc, le journaliste qui va pour collecter l'information et qui traite et qui diffuse, voir dans quelles conditions il arrive à le faire dans un pays sans être inquiété pour sa vie, pour sa sécurité et ainsi de suite. Donc, quand c'est tout ça là est mis ensemble, dans quelles conditions, quand on prend le cadre légal par exemple, comment les entreprises de presse s'implantent? Et maintenant, pour ce qui concerne les infractions de presse, comment ces infractions sont connues des cours et tribunaux? Tout cet environnement-là est analysé tous les ans, N-1, pour faire l'état des lieux. Et je vous ai dit tantôt que la presse au Bénin se porte bien, malgré quelques difficultés d'ordre existentiel des professionnels des médias, parce qu'il y a des pays dans lesquels, pour faire un journal, vous vous cachez. Mais chez nous, ici, on le fait. On connaît les sièges des journaux, on connaît les sièges des télévisions. Et on se demande même si le chef de l'État sera porté en triomphe. Il y a des pays et territoires où le siège d'une télévision est caché. Et pour s'y rendre, il faut le faire dans l'informel. Il y a des pays dans lesquels les journalistes sont assassinés pour avoir donné une information. Mais chez nous, ici, on n'a pas encore assassiné un journaliste de façon visible comme ça. Et la plupart des gens qui se sentent victimes de diffamation prennent le chemin des tribunaux
ou vont porter plainte devant l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Donc nous avons ici au Bénin les institutions, les instances qu'il faut, devant lesquelles les citoyens peuvent porter plainte lorsque quelqu'un se sent diffamé ou consent que le journaliste, dans l'exercice de sa profession, aurait commis une faute. Dans l'exercice de toute profession, il peut arriver que l'acteur commette une faute. Un médecin peut commettre une erreur et commettre le meurtre, mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre fin à l'exercice du médecin. Et donc ce n'est pas parce qu'il y a quelques journalistes qui commettent des erreurs qu'il faut globaliser pour estimer que la presse se porte mal. Moi, j'estime que la presse au Bénin se porte bien et que ce que nous avons regretté ces 6 dernières années en ce qui concerne notre dégringolade dans le classement de Reporters sans frontières, que cette année nous avons connu une certaine avancée parce que nous avons gagné des points, ce qui veut dire qu'à l'analyse, nous avons connu quelques avancées liées notamment à la conception que l'on fait depuis un moment de la loi de 2018 portant code du numérique qui, dans sa mise en œuvre, a commencé par embastiller un certain nombre de professionnels des médias qui, au-delà de leurs organes de presse, se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et il y a eu quelques pourparlers, il y a eu quelques démarches des associations professionnelles, quelques dialogues aussi avec les autorités qui nous ont permis maintenant à ce que ces cas-là ne sont plus fréquents. Et tout ça là a participé à ce que nous avons gagné l'année dernière, dont les résultats. En fait, le résultat qui est publié cette année, c'est par rapport à l'année dernière. Voilà, 2023, voilà. Donc 2024, ça va être publié en 2025. C'est comme ça que ça se fait au niveau de Reporters sans frontières. Michel Aonon, mais qu'en est-il en ce qui concerne l'accessibilité à l'information? Les gens ne veulent pas parler, les gens ne veulent pas donner les informations. C'est difficile pour le journaliste, surtout d'investigation, de faire son travail. Non, quand vous dites les gens ne veulent pas donner l'information, ou bien les gens ne veulent pas donner l'information, là nous ne sommes pas dans les mêmes dimensions. Le journaliste, lui, sa mission, c'est d'aller à la source, collecter l'information, traiter et diffuser. Mais à la différence d'un policier qui est muni d'un mandat qui oblige la source à s'ouvrir, le journaliste n'a pas de mandat. Donc, il a sa technique à utiliser pour amener sa source à lui donner les informations. Et si la source ne lui donne pas? Sans toutefois utiliser les méthodes déloyales. Le code de déontologie nous interdit d'utiliser les méthodes déloyales pour obtenir des informations. Mais lorsque vous utilisez tout ce que vous déployez, tout ce que vous avez à faire au plan professionnel pour obtenir une information qu'il y a blocage, ça participe aussi du cadre institutionnel et politique. Et je vous ai dit tantôt que ces aspects-là aussi sont pris en compte. Ça fait partie des critères à base desquels Reporters sans frontières fait le classement. Parce qu'il peut arriver qu'on se retrouve dans un contexte politique où les sources d'information officielles, dans un contexte politique où les crises d'information officielles soient fermées, ou soient orientées ou régentées, où toute la presse soit obligée de relayer la seule et même information commanditée d'une source unique. Là encore, ça pose un problème parce que la diversité et la pluralité dans le traitement de l'information fait aussi partie de l'animation de la vie démocratique. Qu'il soit permis à ce que, par exemple, sur un plateau de télévision, que l'information ne soit pas orientée dans un sens donné. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes un média, que ce soit une chaîne de radiodiffusion, que ce soit une chaîne de télévision, que ce soit un journal, lorsque tout ce que vous dites et que toutes les informations que vous donnez sont orientées dans un seul sens et que ceux que vous devez interviewer ne sont que des gens qui sont ciblés à l'avance et qui ont les mêmes opinions, ce média ne peut pas avoir une certaine audience. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce cadre-là, tous ces aspects sont pris en compte pour apprécier l'état de la liberté de la presse dans un pays. Lorsqu'on met de côté les cas d'assassinat ou d'invective contre la personne des journalistes. Et c'est pourquoi je dis que
chez nous, ici, ne sommes pas à ces extrémités. C'est que quand vous prenez par exemple la loi qui encadre l'activité des médias au Bénin, la loi 2015, vous voyez qu'il est inscrit que le journaliste a droit à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail sur toute l'étendue du territoire national. Bien que cela ne soit pas encore complètement et entièrement mis en œuvre, nous estimons quand même que le fait d'avoir déjà disposé ainsi dans la loi, cela veut dire que où que le journaliste se trouve, en situation de reportage ou en position de travail, il a droit à la sécurité de sa personne. Alors ça veut dire quoi? Lorsque les forces de l'ordre sont quelque part et qu'il y a un incident, il y a un problème qui se pose et qu'il y a des journalistes qui sont sur les lieux, elles ont l'obligation de protéger les journalistes et leur matériel. Et ça doit faire partie d'une certaine sensibilisation dans la collaboration que les médias doivent avoir avec les forces de défense et de sécurité pour qu'elles comprennent que la loi a disposé ainsi que lorsqu'un journaliste est en mission, parce qu'en réalité, le journaliste a un mandat de service public. Même le journaliste qui est dans un média privé fait un service public, parce que l'information, c'est du public. Il n'y a pas l'information qui soit privée. Donc, nous avons un mandat de service public. Et donc, en contrepartie de ce service public que nous rendons, à travers la collecte, le traitement et la diffusion de l'information qui est un droit constitutionnel du citoyen, parce que la Constitution dit que le citoyen a droit à une information, alors ça veut dire que dans l'exécution de ce mandat de service public, nous avons besoin de la protection et de la sécurité. Et lorsque le journaliste se sent en sécurité, qu'il est protégé, là, et il est épanoui pour traiter une information juste et surtout plurielle quand il s'agit d'un pays démocratique. Lorsque le journaliste sent qu'il est libre de faire son travail et qu'il est protégé, il doit pouvoir également avoir un regard par rapport à ce qu'on appelle fait tiers dans son pays, n'est-ce pas? Comme l'UPMB, nous avons également l'ODEM qui joue un rôle de gardien, on peut le dire, hein, de gardien en quelque sorte. Quel regard vous portez donc sur ces deux organisations de presse? Bon, je vais dire d'abord que ce n'est pas pareil dans tous les pays, bien qu'on désigne la même chose, mais dans chaque pays, ça dépend. Chaque pays, les professionnels des médias dans chaque pays mettent en place leurs organisations en fonction du contexte. D'accord. Chez nous ici, nous sommes sortis de grandes assises auxquelles nous nous sommes entendus pour mettre en place 2 fêtiers. Donc quand vous parlez de fêtiers, c'est 2. Il y a le regroupement des patrons de presse que nous appelons CLPA Bénin et le regroupement des professionnels des médias que nous appelons UPMB, c'est-à-dire l'ensemble des employés des entreprises de presse. Et là, il faut préciser, ce n'est pas que des journalistes qui sont là. Nous avons dit oui, parce qu'avant, il y avait des associations de journalistes, de photojournalistes, de cadres, ainsi de suite. Mais on a décidé de tout fusionner pour pouvoir avoir la fêtière. Donc, quand on dit UPMB, il n'y a pas que des journalistes à l'UPMB. Dans UPMB, vous avez les journalistes, mais vous avez aussi les autres corps de métier assimilés, à savoir les cadres, les photojournalistes, les dessinateurs de presse, ceux que nous appelons caricaturistes, quoi encore les infographes. Ici, nous sommes à la télévision, à la régie. Les réalisateurs. Vous avez les réalisateurs aussi, très importants. Les de son... Sans le réalisateur, on ne peut même pas faire... Voilà, donc c'est l'ensemble, c'est quand on dit professionnel des médias, c'est qu'on désigne l'ensemble de tous ces corps. Donc quand on dit professionnel des médias, dedans, vous avez les journalistes et vous avez les autres corps de métier assimilés. Et au niveau du patronat, c'est les entreprises de presse, c'est-à-dire le regroupement des promoteurs ou des directeurs des entreprises de presse. Et voilà. L'ODEM n'est pas une fêtière. L'ODEM, c'est un bras technique opérationnel pour veiller à l'application du code de déontologie de la presse béninoise. Et l'ODEM joue un grand rôle parce que si l'ODEM travaille bien et que nous décidons de respecter les tests de l'ODEM et que nous respectons l'ODEM, nous aurons beaucoup de confrères qui auront moins de problèmes devant les tribunaux et beaucoup de confrères qui auront moins de problèmes devant la HAC. Parce que la HAC, c'est la régulation et c'est une institution de la République qui peut aller plus loin
Or, l'ODEM, c'est une instance d'autorégulation. Donc, ceux qui vous jugent, ce sont vos pairs. Et si vos pairs, déjà, trouvent que vous avez trop de déviance dans la pratique professionnelle, cela pourrait donner plus de raison aux autorités judiciaires ou au niveau de la HAC que la sanction soit plus forte. C'est ce que je voudrais dire par rapport à l'ODEM, que le grand rôle que l'ODEM joue par rapport à la veille et par rapport à l'observance des règles de déontologie dans l'exercice de la profession, c'est très important. Et cela aussi compte. Pourquoi? Parce que par le passé, l'ODEM a édité plusieurs rapports sur l'état de la liberté de la presse. Il y a des rapports sur l'état de la liberté de la presse quelques années en arrière. Je crois il y a le rapport de 2005. Il y a eu quelques rapports. Je rappelle qu'en 2005, nous étions premiers. Le Bénin était premier en Afrique dans le classement de Reporters sans frontières. Et l'ODEM joue un grand rôle aussi parce que si l'observance des règles de déontologie dans l'exercice du métier constitue un élément essentiel, cela pourrait faciliter la tâche aux observateurs pour qu'on prenne en compte ce que nous faisons quand on va passer ça au crible des critères sur la base desquels Reporters sans frontières fait son travail. Avant de reposer ma question, qui est votre regard sur donc, les fêtières? Adrien Tchobankou, il est membre de l'ODEM, il n'est pas sur ce plateau à ce titre, mais certainement qu'il a un mot à placer. Oui, il faut dire que l'ODEM, qui célèbre bientôt ses 25 ans d'existence, est une, je ne dirais pas institution privée, mais comme le doyen l'a dit tout à l'heure, c'est le bras technique de la presse. C'est l'ODEM qui, d'une manière ou d'une autre, amène les professionnels des médias du Bénin à mieux cerner la notion de la déontologie, à mieux comprendre ce qu'est la déontologie, ce qu'est l'éthique dans notre corporation. Écoutez, il n'y a pas de métier sans brebis galeuse. Mais quand vous avez une structure qui, presque tous les jours, vous rappelle les règles de la déontologie, vous rappelle ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les 20 devoirs et les 6 droits de la profession, je pense que vous devez toujours mieux faire. L'ODEM aujourd'hui, et surtout, c'est depuis 18 mois, vous devez constater que l'ODEM a pris un autre envol. Écoutez, on a organisé sur tout le territoire national ce qu'on appelle les GED 2023. C'est de rédaction en rédaction. Il y a eu des séances de formation, des sensibilisations. Écoutez, et de temps en temps, on ne cesse d'appeler les professionnels des médias du Bénin, les patrons de presse, les responsables au plan juridique de chaque organe de presse pour leur rappeler certaines choses. L'ODEM n'est pas là seulement pour condamner X ou Y, condamner tel organe de presse ou condamner tel professionnel des médias du Bénin. Mais l'ODEM est là pour, par moment aussi, encourager les professionnels des médias. Et vous devez le constater dans nos dernières décisions. On a eu au total 3 dernières décisions la semaine passée, plus précisément le vendredi, je pense, ou le jeudi du mois, où l'ODEM, à l'occasion, a condamné 2 organes de presse. Il faut les citer, il y a la Boussole et l'Audace Info. Au même moment, l'ODEM a félicité un journaliste qui est de la radio Cotonou. Il s'appelle Naoum, Benjamin Honoré Naoum, pour son professionnalisme. Et laissez-moi vous dire, l'ODEM prépare des prix pour des professionnels des médias qui excellent dans leur métier. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, l'ODEM fait ce qu'il peut. L'ODEM encourage les professionnels des médias du Bénin à mieux faire, à mieux servir le public à travers les petites formations que nous organisons, à travers les descentes dans des radios et télévisions, organes de presse écrite, organes en ligne. Aujourd'hui, on a donné plus d'étoffe à l'ODEM parce que quand l'ODEM aujourd'hui intervient sur des débats concernant les réseaux sociaux, je pense que c'est une très bonne chose parce que la presse en ligne, aujourd'hui, nous avons des presses enregistrées qui sont en ligne, exclusivement en ligne, et l'ODEM a compétence à agir aussi
avoir un droit de avoir un droit de regard regard sur ces presses. Donc je pense que Merci. c'est l'occasion pour moi de féliciter tous les membres de l'ODEM. Je vais parler des conseillers de l'ODEM et féliciter le président Vidal Arotondi qui ne cesse de descendre dans les rédactions, d'appeler les professionnels des médias à mieux faire. On va... Oui, Oui, vous voulez je réagir. dire que, étant donné que les critères à base desquels Reporters sans frontières fait le classement et sont connus, l'ODEM jouerait un grand rôle parce que je vous ai dit que c'est le bras technique opérationnel pour ce qui concerne l'application des règles déontologiques. Mais c'est aussi une question de moyens. Et donc quand j'ai fini de vous dire que la presse, bon, que ça va, malgré quelques difficultés d'ordre existentiel, c'est de ça que je veux parler. Parce que, en réalité, la liberté de la presse ne peut pas se percevoir et se limiter simplement à la liberté que les journalistes pourraient avoir à aller chercher l'information, à traiter l'information, à diffuser l'information, mais il faut voir aussi le contexte dans lequel les entreprises de presse sont implantées, comment vivent les entreprises de presse et comment vit le professionnel des médias lui-même en situation de travail. Et ces aspects, une fois élucidés, vous comprendrez que en dessous de tout ce que nous pouvons voir comme ça, c'est qu'il y a quelques problèmes que l'État doit pouvoir régler, notamment les conditions d'existence des entreprises de presse et les conditions d'exercice de la profession de journaliste, pour que nous puissions gagner de plus en plus, parce que vous allez voir, nous sommes dans une profession qui est en mutation. Le journaliste qui est sorti d'une école de formation il y a 10 ans et qui n'a plus pratiqué le métier, lorsque vous le mettez dans une rédaction, il sera inopérant. Parce que c'est un métier, on l'est quand on l'exerce. C'est pourquoi les tests sont disposés qu'il faut apporter la preuve qu'on l'est. Vous pouvez sortir d'une école de formation en journalisme et ne plus être journaliste. Donc le journalisme, ce n'est pas d'abord le diplôme que vous êtes allé chercher. C'est la pratique. Le journaliste, c'est d'abord la pratique. C'est surtout parce que vous pouvez avoir un diplôme en journalisme et ne pas être journaliste. Bien sûr que oui. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez devenir agriculteur, menuisier, comme vous voulez. J'ai une maîtrise en géographie, mais je ne suis pas géographe. Je ne peux pas me réclamer pour autant géographe. Le journalisme, c'est d'abord la pratique. C'est pourquoi dans certains pays, les gens valident même les acquis de compétences après plusieurs années de pratique professionnelle, parce que lorsque vous êtes à la tâche, lorsque vous participez régulièrement à une conférence de rédaction sur la base de vos connaissances que vous avez déjà acquises à l'école ou sur le tas, et que vous êtes au fait de la pratique du métier, que vous êtes sur le terrain, que vous savez comment il faut tenir le micro, à quelle distance tenir le micro vis-à-vis de la personne interviewée, comment faire le traitement, comment il faut aller sur le banc de montage, comment il faut dérocher, comment il faut faire ci, il faut faire ça. Lorsque vous maîtrisez tout ça, par rapport à quelqu'un qui a fait l'école, qui a un diplôme et qui n'a jamais appliqué, lorsque vous mettez devant le fait, je pense que ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de pratique. Alors, c'est pourquoi... Il ne nous reste que 2 minutes. C'est pourquoi nous devons maintenant travailler à ce que les tests qui nous créent des problèmes aujourd'hui, dans l'exercice de la profession, que nous puissions les toiletter et remettre au pas ce qui doit l'être et montrer aussi qu'aujourd'hui, par rapport aux dispositions de la loi portant code du numérique, qui a créé quelques ennuis à certains confrères par le passé, que de plus en plus, les autorités comprennent que lorsque il s'agit d'un professionnel des médias détenteur de la carte de presse, c'est déjà une preuve qu'il est dans l'exercice de la profession. Et que si c'est le cas, qu'on puisse comprendre que la loi qu'il faut appliquer en cette matière, que c'est la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, et que dans cette loi, la garde à vue et la détention préventive sont interdites, sauf pour les cas il y a un cas exceptionnel. En dehors de ça, la garde à vue et la détention préventive sont interdites. Carrément. Oui. C'est Il faut mettre sur convocation. dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Quand il s'agit d'outrage au chef de l'État. Outrage, les cas d'outrage ou d'atteinte à la sûreté, de c'est l'État. cas. Voilà.
sinon dans l'exercice. Et ces dispositions sont énumérées pour protéger le journaliste, pour qu'il n'ait pas peur, parce que si le journaliste a peur dans l'exercice du métier, il ne pourra plus faire correctement le métier. Donc ces dispositions particulières sont édictées pour mettre le journaliste en sécurité, pour le rassurer de ce que, bon, il n'a pas à craindre la prison en faisant correctement son travail. Michel Aono, c'est si difficile fait ainsi, de vous avoir. Le temps est allé tellement vite, 30 minutes, ça n'a pas suffi. Et comment se porte la plateforme PADEM Bénin? Oui, PADEM Bénin se porte très bien, ça va. Et PADEM Bénin a été créé en 2019 à Grand Popo, au terme d'une assemblée générale constitutive. Nous avons tenu régulièrement nos assemblées générales ordinaires, d'année en année, et nous sommes pratiquement dans la 5e année. C'est un regroupement d'acteurs des médias. Ce n'est pas une fêtière, je précise. Je dirais que ça fait partie des entités Acteurs médias de la presse écrite? Non, pas seulement la presse écrite. À la PADEM, vous avez les confrères de l'audiovisuel, vous avez des dessinateurs de presse, vous avez les photographes, vous avez les journalistes de la presse écrite, c'est toutes catégories confondues. Et voilà, donc nous avons des chantiers sur lesquels nous apportons des réflexions sur les différentes matières, les différents chantiers que nous réfléchissons pour verser les fruits de nos réflexions aux fêtières afin qu'elles puissent les porter. Je dirais que PADEM Bénin fait partie des différentes entités qui existent et desquelles sont issus la plupart des membres des fêtières, que ce soit l'UPMB, que ce soit le patronat, que ce soit l'ODEM, la maison des médias aussi. Son président, Basile Tibozo, est candidat à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous avez adressé récemment un recours qui a été donc rejeté par la Cour suprême. On va revenir sur tout ça. Pour le Digbé, c'est loin. C'est loin, oui, mais c'est difficile de vous avoir. Oui, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. S'il vous plaît, Adieu Tchobakou. Ça va me faire plaisir si vous nous donnez cette occasion. Mais j'aurais souhaité que, parce que j'ai formulé 2 recours. Un recours devant la Cour suprême, un recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle nous a encore renvoyé une fois au 30 mai. Donc j'aurais souhaité qu'on ait les 2 décisions afin de pouvoir opérer. C'est vrai, c'est des décisions qui sont sans recours. Dès que vous avez je suis content de l'avoir fait. Dès que vous avez les décisions, le lendemain, pointez-vous ici. Oui, donc dès que les décisions, toutes les décisions seront là. Et je suis content et fier d'avoir fait cette démarche parce que ça nous permet d'éviter les polémiques. Et je pense que toutes les parties ont à s'en tenir à la décision des institutions. Donc c'est bon de porter les problèmes devant les institutions que de rester ici à nous chamailler qui tranchent. Donc moi je suis très content de ce que j'ai eu. Seulement qu'il y a encore des aspects qui ne sont pas encore évoqués, sur lesquels je vais faire d'autres recours afin de permettre aux institutions de s'occuper réellement de tous les petits problèmes sur lesquels nous nous chamaillons tous les 5 ans. Donc il y a d'autres, en dehors de ce recours, il y a d'autres aspects sur lesquels je vais porter encore d'autres recours afin de permettre aux institutions suprêmes de rendre des décisions sur la base desquelles nous allons fonctionner à l'avenir et ça va ramener la paix et la sérénité au sein de la corporation. Merci Michel Aono, j'ai abusé de l'indulgence du réalisateur. Adieu Tchobakou, merci d'avoir été sur ce plateau. Malheureusement, je n'ai rien dit. Hein. Vous ne pouvez rien dire parce que... je suis là en tant que coupé, en tant que coupé, observateur. Tu es coupé. Il est là, mais tu n'es pas décalé. Merci, adieu Tchobakou. Le vendredi, je voyage. Quand on va terminer l'émission, après l'émission. D'accord. Donc la semaine prochaine, on ne va pas vous avoir au plateau. Non, la semaine prochaine, c'est le mercredi, je viens, non? Oui, mercredi, vendredi. Oui, le mardi, nous sommes là. D'accord. On va descendre. Vous allez m'accueillir à mardi déjà? Oui. Ah bon, c'est pas un long voyage. C'est pas un long voyage. Vous allez juste à Paris et vous revenez. Bon.